William Regal a marqué Monday Night Raw de son empreinte en 2008. Le temps de quelques semaines, il était, comme il le disait lui-même, l'entité la plus puissante de la WWE, en étant à la fois le general manager du show rouge et le king of the ring, ce qui a donné lieu à des moments d'une originalité incroyable. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ou redécouvrir la gimmick hyper créative qu'il avait au printemps 2008, qui représentait une vraie prise de risque pour la compagnie. Vous apprendrez les coulisses de sa mise en avant majeure à cette période et l'influence de sa relation avec Triple H dans ce processus. La raison pour laquelle ce push qui devait le mener vers un des titres principaux de la WWE a été arrêté du jour au lendemain. Et le regard que William Regal lui-même a dessus des années plus tard. Et vous ne devinerez jamais pourquoi ce rôle qui était le plus important de toute sa carrière a failli détruire sa relation avec sa femme et ses 3 enfants. N'hésitez pas à faire comme Tiki Taka Smart, qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur, en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le general manager emblématique de la génération Catch Attack, William Regal. C'est parti! Avant de devenir le general manager emblématique de la génération Catch Attack, William Regal était déjà un catcheur chevronné, avec une vraie expérience dans le business, puisqu'il a commencé sa carrière au début des années 90. Jusqu'en 2007, ce qu'on peut relever de plus notable dans le parcours de celui qui est né à Cotswold en Angleterre, c'est des passages à la World Championship Wrestling, mais aussi à la WWE, dans lesquels il a tantôt été le Real Man's Man, une sorte de gimmick d'un homme mi-bûcheron, mi-bricoleur, tantôt le commissaire, tantôt un ambassadeur de bonne volonté, et même crieur public dans la cour royale de King Booker. Et toujours avec un côté british, tout logiquement. Mais ce qui a caractérisé ses expériences au fil du temps, c'est les problèmes d'addiction qu'il avait à différentes substances. Quelque chose dont il ne se cache pas du tout. Et qui lui vaudra de se faire virer de la compagnie de Vince McMahon en avril 1999. C'est également à noter qu'en novembre 2001, il est rentré dans l'histoire malgré lui, en devenant la première personne à intégrer le célèbre club de ceux qui ont dû embrasser les fesses du grand patron de la fédération de Stamford. Ce qu'on peut souligner sur William Regal, c'est que tout au long de sa carrière, il a été capable d'être un pur bagarreur au catch assez rude et parfaitement crédible dans ce registre, mais aussi quelqu'un de totalement à l'aise dans le second degré, dans la comédie, bien plus léger. C'est une polyvalence qui peut surprendre, mais quand on sait que quand il était enfant, il voulait soit devenir catcheur, soit acteur, soit clown, c'est une information qui fait sens. En tout cas, courant 2007, sa carrière va basculer, et on va progressivement aller vers ce qui sera la meilleure période de tout son parcours, dans laquelle je l'ai adoré personnellement, et qui a été brillamment amenée selon moi. Vous allez voir qu'elle aurait vraiment pu mener William Regal très haut, mais qu'en réalité, ce sera un mal pour un bien dans sa vie personnelle, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Alors je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir toutes ces coulisses très intéressantes. Le fait est que le 17 juin 2007, le Britannique va être drafté à Monday Night Raw, le show locomotive de la WWE, ce qui met fin à l'équipe qu'il formait avec son compatriote Dave Taylor. Et le 2 juillet, on va avoir droit à une sorte de teasing de ce qui va avoir lieu prochainement, même si c'était encore improbable à ce moment-là. Le temps d'un soir, Regal était le general manager intérimaire de Raw, en l'absence de celui qui occupait habituellement ce rôle, à savoir le coach Jonathan Coachman. Ce qu'on peut faire remarquer dans ce rôle ponctuel qu'il a eu, c'est son excellente idée d'organiser un Beat the Clock Challenge pour déterminer le nouveau prétendant au titre de John Cena. Un challenge qui sera par ailleurs remporté par Bobby Lashley. Un concept que j'ai toujours trouvé génial à titre personnel, dans lequel les superstars doivent gagner leur match plus rapidement que leurs concurrents. Une stipulation qui était encore quasiment nouvelle en 2007, pour l'anecdote. Ce rôle de figure d'autorité, dans lequel Regal avait déjà eu l'occasion de faire ses preuves en 2001, quand il était commissaire, où on se souvient notamment de son duo comique avec son tandem Tajiri, semble être idéal pour lui, je trouve, avec son côté pompeux et hautain qu'il maîtrisait à la perfection. Est-ce que tout cela a convaincu les officiels de la WWE de lui attribuer cette fonction à temps plein? C'est clairement dans le champ des possibles au vu de ce qui va se passer à peine quelques semaines plus tard.
Le 6 août 2007, Vince McMahon était de retour aux affaires à Monday Night Raw, après le fameux angle dans lequel sa mort avait été mise en scène. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a eu envie de changement, puisqu'il a annoncé qu'une Battle Royale allait avoir lieu, dont le vainqueur deviendrait le nouveau General Manager de Raw. Une idée qui n'a pas vraiment fait plaisir à Jonathan Coachman. À ce moment-là, on se retrouve donc avec une Battle Royale aux enjeux énormes quand même, avec un suspense colossal. Et on pouvait aller dans de multiples directions, puisqu'on avait dans ce match le bulldozer samoan Umaga, King Booker, l'acteur de films de charme Val Venis, et même la légende de l'ECW et buveur de bière, Sandman. Je salue vraiment la créativité de la compagnie à ce moment-là, parce que c'était réellement une manière très originale de désigner le nouveau GM du show. Et au final, dans un retournement de situation incroyable, alors qu'on croit que c'est justement Sandman qui a gagné le poste, William Regal est sorti de sa boîte, après s'être caché pendant toute une partie du match, pour tataner le dernier homme par surprise. Une pure stratégie de heel qui a payé puisqu'il l'élimine et devient donc officiellement le General Manager de Raw. Pouvez-vous seulement imaginer William Regal, qui semblait cantonné à un rôle de second couteau les mois précédents, devenir la figure d'autorité numéro 1 du show le plus important de la WWE? Sans l'ombre d'un doute, c'était un coup de tonnerre. Et je dois dire que je trouve sa célébration vraiment hilarante. Il va gigoter dans tous les sens, faire ce qui ressemble à une célébration de footballeur en se laissant glisser sur les genoux, faire le V de la victoire avec un grand sourire. Son jeu d'acteur est vraiment génial à mon humble avis. Et c'est en quelque sorte à l'image de ce que vont être toutes ses premières semaines dans cette nouvelle fonction. Plutôt axé sur la comédie, son côté divertissant. On notera par ailleurs que Coachman deviendra même son assistant officiel. Et le premier acte notable de sa période en tant que GM aura lieu le soir même de sa nomination, puisqu'il va organiser un segment assez drôle du Dating Game, dans lequel la belle Maria va devoir choisir un heureux élu qui pourra aller manger au restaurant avec elle. On notera au passage que Regal n'avait pas les cheveux longs à ce moment-là, et qu'à l'image de ce qu'il faisait à l'écran, on était encore au balbutiement du personnage très crédible et tyrannique qu'il deviendra quelques mois plus tard. Par contre, cette nouvelle fonction lui permettra d'avoir un nouveau theme song, Pompous, ce qui veut dire pompeux en anglais, et qui lui allait vraiment comme un gant, puisque c'était un morceau de musique classique assez joyeux. Et dans sa charte graphique, on a désormais des images de lui avec le drapeau du Royaume-Uni en surimpression d'une certaine manière. Et son nom écrit avec la même typographie que Monday Night Raw, ce qui est pertinent pour illustrer son rôle. Dans cette période, je tiens à relever ce qui est à mes yeux une des scènes les plus drôles et les plus absurdes de l'histoire de la WWE, et qui me fait encore rire aujourd'hui, personnellement. Elle a lieu dans les coulisses du pay-per-view SummerSlam le 26 août 2007. Dans une séquence complètement surréaliste, l'équipe Crime Time va se mettre à chanter et à danser autour de Vince McMahon, William Regal et Teddy Long, le General Manager de SmackDown. Petit à petit, alors qu'il était encore très sérieux, voire hostile au début, il va se prendre au jeu après que JTJ lui ait mis sa casquette sur la tête et se mettre à danser lui aussi autour de Vince, dans un visuel hilarant. Regardez ses expressions du visage et ses mimiques, son jeu d'acteur est incroyable. Et c'est fou de voir le contraste entre ces moments-là et comment il était au début de la scène. Cela se terminera par une confrontation avec le vétéran Ron Simmons, qui n'aura qu'une seule chose à dire après avoir vu tout cela. Damn! Ce premier mois en tant que General Manager de Raw va se terminer d'une façon assez surprenante. Le 3 septembre, après avoir accordé à Randy Orton une opportunité pour le titre détenu par John Cena, alors que le Legend Killer avait attaqué le père de ce dernier avec un punt kick dévastateur, William Regal va subir la colère du leader de la C-Nation. Il va notamment se prendre un STF, finir dans une ambulance et disparaître des écrans pendant un mois. Alors à ce moment-là, on se demande, cette disparition brutale du General Manager de Raw cache-t-elle autre chose peut-être? La réponse est oui. En réalité, il a été suspendu pendant 30 jours à ce moment-là. Et cette attaque de Cena était une façon de justifier son absence pendant la durée de la suspension. Selon un article du magazine Sports Illustrated, Regal aurait reçu divers stéroïdes et hormones de croissance entre novembre 2004 et novembre 2006. Et il faut bien sûr prendre en considération que c'est un contexte dans lequel la WWE prenait plus au sérieux que jamais toutes ces questions-là, et qu'aucun écart ne serait toléré. Regal raconte qu'il était lui-même surpris que son nom se retrouve sur cette liste de catcheurs qui ont reçu tous ces produits. Il se considère innocent dans cette histoire, et il dit qu'il croyait que c'était légal vu son âge.
C'est à noter qu'il n'a sinon pas eu de problème à reconnaître les autres fois où il a fait des erreurs dans le passé. Cette suspension de 30 jours mènera de fil en aiguille à un renouveau dans son personnage de General Manager et à ses plus belles heures à partir du mois d'avril 2008. Mais d'ici là, William Regal est passé par une sorte de période de transition dans laquelle on peut quand même relever plusieurs choses notables. Déjà, à son retour, il avait redécoré son bureau de General Manager avec des photos des chanteurs Elton John et George Michael notamment. Et Vince McMahon allait lui confier la mission de s'occuper de son fils illégitime, Hornswoggle, ce qui était une des storylines majeures de la WWE fin 2007. Le patron le fera même avoir un match contre le lutin pour le dernier Raw de l'année, dans lequel il compte sur Regal pour lui donner une leçon d'amour à la dure. Mais au moment où Vince voulait qu'il utilise un point américain sur lui, ce qui était par ailleurs un accessoire de prédilection de Regal depuis 2002, William a refusé de le faire et a déçu son patron. Il se rattrapera un peu plus tard dans le show en attaquant Ric Flair dans son match contre Triple H. Un affrontement où si Flair perdait, il devait prendre sa retraite. Alors que si Triple H perdait, il ne pourrait pas participer au Royal Rumble 2008 qui s'en venait. Et j'en profite pour dire à quel point j'adore la manière qu'avait Regal de prononcer Triple H, en aspirant vraiment le H. Triple H! Il fait donc perdre le ce Weeble Assassin par cette intervention, et semble lui coûter sa place dans le Rumble à ce moment-là. Ce sera l'occasion pour lui d'avoir une courte rivalité avec The Game, contre qui il perdra un First Blood match dans le premier Raw de l'année 2008, qui avait la particularité d'être le Raw roulette, où les stipulations des matchs étaient tirées au sort. Par ailleurs, c'est intéressant de noter que les deux hommes se connaissaient déjà depuis des années en réalité, à ce moment-là, puisqu'ils avaient même formé l'équipe des Blue Bloods ensemble au début des années 90, quand ils étaient tous les deux à la WCW. À propos de cette amitié avec Triple H, Regal a déclaré « On est très proches, mais on ne se parle pas beaucoup. Les conversations qu'on peut avoir, c'est surtout sur la musique, notamment le groupe Motorhead. À la WCW, on a passé du temps à apprendre notre métier ensemble. » Vous verrez que ce lien avec Triple H aura son importance quelques mois plus tard. En tout cas, début 2008, j'aimais bien le duo qu'il formait avec Vince McMahon, personnellement, dont il était le fidèle bras droit. Et ce que j'appréciais aussi tout particulièrement, c'est que son ancien theme song, intitulé Regality, composé par le génial Jim Johnston, qui est à l'origine de nombreuses perles dans ce domaine-là, était à nouveau utilisé par moments. Et c'est une musique que je trouve vraiment puissante, crédible, elle en impose et apporte tout de suite un côté plus dominant et intimidant à son personnage. C'était une très bonne idée de le remettre sur le devant de la scène, je trouve. Et c'était un premier pas vers une gimmick bien plus heel et digne d'un rôle de premier plan à l'écran. Ce qui m'a également marqué dans cette route vers WrestleMania 24 début 2008, c'est qu'en tant que General Manager de Raw, il était impliqué dans le match qui opposait Umaga à Batista, au Showcase des Immortels, pour la suprématie des shows, puisque l'animal était à SmackDown. C'était surtout l'occasion pour le Britannique d'appeler le bulldozer samoan Umanga, ce qui m'a toujours amusé. Surtout qu'à WrestleMania 24 par exemple, il l'avait prononcé avec une intensité énorme dont j'avais été fan. À ce propos, Regal a d'ailleurs révélé qu'il l'appelait Umanga dans le but que les spectateurs s'en souviennent. Et figurez-vous qu'en anglais, le mot humongous veut dire énorme, ce qui allait très bien au côté impressionnant du Samoan, selon moi. De manière générale, William Regal avait déjà réussi à devenir un personnage à part entière du show rouge. On le voyait régulièrement, il avait vraiment sa propre identité, avec son accent anglais, un superbe manteau noir et or quand il a affronté Triple H, un côté très élégant et gentleman. Personnellement, en regardant comment il était début 2008, je trouve qu'il avait le calibre pour aspirer à une place encore plus importante, puisqu'il avait à la fois un vrai personnage fort, éventuellement capable d'être hautain, une éloquence au micro, un physique assez imposant, et une grosse expérience dans le ring. D'autant plus que c'est une période où à Raw, cela ne pouvait pas faire de mal d'avoir un top heel supplémentaire, puisque les exceptionnels Randy Orton et JBL étaient peut-être un peu esselés dans ce registre dans les premiers mois de 2008. On peut penser que tous ces éléments ont dû faire cogiter les officiels, puisqu'au mois d'avril, juste après un WrestleMania 24 magnifique par ailleurs, on allait avoir la période la plus mémorable du run de William Regal comme General Manager. Le 14 avril 2008, soit environ 2 semaines après WrestleMania 24, va marquer un point de bascule dans le parcours de William Regal à la WWE.
Ce jour-là, Monday Night Raw avait exceptionnellement lieu en Angleterre, dans son pays natal, où il sera véritablement accueilli en héros par le public. Et la compagnie avait profité de ces circonstances particulières pour y organiser un match entre le Britannique et le champion Randy Orton. C'est important de prendre suffisamment conscience de ce que cela représente. C'était en réalité la première fois qu'il était un des éléments centraux du show. C'était d'autant plus le cas parce qu'il avait même eu des segments en backstage en plus de son match contre Orton. L'émission avait même directement démarré par des images de lui en train de prendre son thé, ce qui n'était évidemment pas anodin. Il était clairement une des têtes d'affiche de ce rôle-là, et cela allait de pair avec une nouvelle tendance dans le comportement de son personnage, à savoir une détermination à se faire respecter par tout le monde. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il affrontait Orton, et c'est un fil rouge dans chacune de ses interventions. Il ne se sent pas respecté, et il va exiger de plus en plus d'être traité à sa juste valeur. Ce 14 avril 2008, on perçoit une vraie mise en avant, et on peut parallèlement observer qu'il allait bientôt avoir 40 ans, et qu'il était peut-être dans la meilleure forme de toute sa vie. Effectivement, lui-même raconte qu'à cette période, contrairement à de nombreuses autres années dans sa carrière, il n'avait pas de problème de drogue ni de santé. Le fait est que malgré sa défaite contre Randy Orton, on a pu apprécier son talent dans le ring et sa capacité à faire réagir le public. Bien aidé, il faut bien le reconnaître, par le fait d'être à domicile. Est-ce que ce show a incité les officiels de la WWE à miser davantage sur lui? Vu la suite, c'est plus que probable. En effet, le 21 avril 2008, à Greenville, en Caroline du Sud, une édition spéciale de Monday Night Raw va avoir lieu. Et pas n'importe laquelle. Le tournoi du King of the Ring. Une compétition dans laquelle les catcheurs s'affrontent pour gagner l'honneur d'être le roi de la WWE. Ce qui est en général de très bon augure pour la carrière de la superstar en question, puisque Stone Cold Steve Austin, Triple H et Brock Lesnar l'ont été, pour ne citer que. William Regal va y participer, et sa performance y a été de qualité supérieure, selon moi. Dans une perspective purement sportive et technique déjà, il a d'abord facilement battu le lutin Hornswoggle. En demi-finale, il a disposé du vrai père de ce dernier, et non pas Vince en fin de compte, à savoir Finlay, en profitant aussi du fait qu'il était affaibli par le Great Khali au tour précédent. Et en finale, il vaincra celui qui était quand même Mr. Money in the Bank à ce moment-là, CM Punk. Non seulement il remporte donc le tournoi et le titre honorifique de roi, mais la manière est encore plus marquante. Il a gagné chacun de ses matchs assez rapidement et par soumission, en effectuant sa prise du Regal Stretch. Et je dois aussi dire que j'ai été impressionné par son intensité au moment de l'exécuter. Il criait et semblait vraiment habité. On ressentait toute sa brutalité et sa volonté de faire souffrir son adversaire. 3 victoires rapides par soumission, en seulement 4 minutes contre Punk par exemple, c'est indéniablement une performance très dominante et rude. Et d'un point de vue plus artistique, j'y ai beaucoup aimé sa tenue, entre son beau manteau noir et or, son slip noir, ce qui était nouveau vu que la semaine précédente contre Orton, il portait un slip rouge, les genouillères noires, les belles bottes noires brillantes avec des motifs similaires à son manteau. L'accent était clairement mis sur la crédibilité, et tout son acting était aussi excellent. Il avait des mimiques et des expressions faciales qui pouvaient à la fois dégager de l'arrogance par moments, mais également une brutalité énorme dans le ring. J'étais fan du geste qu'il faisait avec son index et de son expression à ce moment-là, où il avait vraiment l'air très hautain, ce qui était bien évidemment parfait pour le heel qu'il était. Ce jour-là, son team song dominant et intense, Regality, avait été utilisé, ce qui était plus pertinent que jamais. Et le moment où il allait s'asseoir sur le trône était une image incroyable, je trouve, avec son regard totalement habité par son personnage. On avait l'impression de voir un roi fou qui était sur le point de régner en tyran sur la fédération. Et c'est bien ce qui va arriver. La semaine suivante, le 28 avril 2008, William Regal va avoir son couronnement à Raw. Et je trouve le visuel du Britannique assis sur le trône au centre du ring, avec cet éclairage et cet angle de caméra en contre-plongée, absolument incroyable. C'était comme un tableau vivant, et cette image illustrait parfaitement ce qu'il disait dans cette promo. En l'occurrence, « Je suis l'entité la plus puissante de toute la WWE ». Dans ce segment, il y parle encore de sa volonté d'être respecté, et même craint par les fans. Mais il aura la mauvaise surprise d'être interrompu par un Mr. Kennedy qui veut absolument l'affronter. À ce moment-là,
Je trouve que c'est génial que Regal dise ne pas apprécier qu'il vienne lui parler sans avoir pris rendez-vous, qu'il considère ne pas être quelqu'un de normal à qui on va parler quand bon nous semble, et il finira même par mettre une droite à Kennedy, qui saignera de la bouche. Son personnage était de plus en plus énervé de ne pas être respecté par les fans et par ses collègues, tout en étant dans un rôle inédit de roi et general manager. Il se vengera de cet affront d'une manière totalement folle et incroyablement originale. Plus tard, dans ce même show, alors que le nouveau champion Triple H défend sa ceinture dans le main event contre Randy Orton, William Regal va aller en régie, ce qui en soi était déjà fou à voir comme scène. Et là, il va demander à celui qui semble être le producteur de l'émission de rendre l'antenne, d'arrêter la diffusion du show. Et la raison en est très simple. Vu qu'il ne se sent pas respecté, il considère que le public et les téléspectateurs ne méritent pas de voir le dénouement de ce match pour le titre. Alors qu'au départ, le producteur de l'émission l'ignore, Regal lui hurle dessus et le prend à partie jusqu'à ce que l'image soit totalement noire. On entend un court instant les commentateurs réagir au match, puis la diffusion est bel et bien arrêtée. À ce moment-là, il faut bien se rendre compte de ce qui vient de se passer. Pour punir le public sur place, qui s'est retrouvé plongé dans le noir, et les téléspectateurs qui ne le respectaient pas selon lui, William Regal a gâché le dénouement du match le plus excitant du show, dont ils attendaient le résultat avec impatience. Je trouve que c'est exceptionnel en termes d'originalité. C'est un acte tellement île et détestable. Comme si vous étiez captivé par une série et qu'au moment le plus intéressant, une personne venait vous empêcher de voir la fin. C'était du jamais vu à la WWE de faire cela. Et je trouve que Regal a pris une nouvelle dimension grâce à cette scène. Dans sa lubie de demander du respect de la part de tout le monde, et cet acte très fort de punir les fans en les privant du dénouement de ce main event, il est instantanément devenu un top heel détesté. Et là, si on prend un peu de recul, on se dit qu'en l'espace de quelques jours, il vient de changer de statut et d'être propulsé dans le main event. Vu sa crédibilité en tant que general manager et roi, et ce qu'il vient de faire, on peut très bien l'imaginer défier un des top babyface de la compagnie, et plus précisément Triple H, qui était le champion à Raw. D'autant plus que la semaine suivante, Hunter ira confronter Regal en lui reprochant d'avoir saboté sa défense de titre. A priori, selon les rumeurs, c'est justement Triple H, le grand ami de Regal en coulisses qu'il connaissait depuis plus de 10 ans à ce moment-là, qui était derrière ce push du Britannique. Apparemment, le beau-fils du patron appréciait le in-ring de l'anglais et le considérait capable de s'attirer de la hit de la part des fans en tant que roi. Le seul petit point négatif était le fait que Vince McMahon lui-même était a priori moins fan du in-ring de Regal. Quoi qu'il en soit, c'était malgré tout très encourageant pour le general manager, et on pouvait imaginer qu'il allait peut-être affronter Triple H pour le titre dans un des prochains pay-per-view. On peut également souligner que la présentation de Regal avait été retravaillée, avec une charte graphique élaborée autour de l'idée d'être le King of the Ring, tout logiquement, avec les motifs visuels du trône et de la couronne, des lettres dorées sur fond violet et bleu roi, et aussi, au niveau de la musique, un nouveau theme song intitulé Fanfare for a King, qui porte bien son nom, et qui n'est par contre plus du tout aussi intimidant comme Regality pouvait l'être. Ce qui est sûr, c'est que William Regal était plus pris au sérieux que jamais par la WWE, et cette tendance va se confirmer les semaines suivantes. Dans les Raw d'après, où Vince McMahon dira même qu'il soutient Regal en allant jusqu'à affirmer qu'il est un visionnaire comme lui, le general manager va régner en véritable dictateur sur le show. Il va avoir la gimmick de faire éteindre les lumières de la salle quand il ne se sent pas respecté, en laissant les fans dans le noir pendant de longues secondes, ce qui était d'ailleurs une vraie prise de risque par rapport aux téléspectateurs que cela pouvait inciter à zapper. Il va obliger Mr. Kennedy et Triple H à affronter tout le roster de l'ECW dans un match, ce qui mènera à un moment où les lumières vont s'éteindre, puis où Randy Orton infligera un RKO sorti de nulle part au ce Weeble Assassin. Il va remplacer Jim Ross aux commentaires par un collègue qui n'est pas assez respecté non plus selon lui, Mike Adam Lee. Il va demander à l'annonceuse Liliane Garcia de chanter God Save the Queen, l'hymne du Royaume-Uni. Il va demander à la sécurité de l'arène d'expulser 2 spectateurs choisis au hasard, qui s'avéreront être des proches de la catcheuse Mickie James, qui viendra à leur secours avant de se faire menacer par Regal, elle aussi, et que John Cena vienne le raisonner. Il va couper le micro de Jeff Hardy alors que ce dernier faisait une promo pour son retour de suspension, et lui envoyer Umaga pour soi-disant le punir pour ses péchés. Il va arrêter le match entre Randy Orton et CM Punk
en faisant éteindre la lumière. On peut dire que Regal était sur tous les fronts à ce moment-là, et en train de devenir le heel le plus détesté par une grande partie des fans. Mais à mes yeux, il n'avait absolument rien volé. Il avait le look, le charisme et la crédibilité nécessaires pour assumer ce statut, comme en témoigne ce plan sur lui quand il était dans sa loge pendant le pay-per-view Judgment Day. Mais dans le Raw du 19 mai 2008, tout va basculer dans le mauvais sens. Mr. Kennedy va encore une fois confronter le roi fou, en lui réclamant un match 1 contre 1. Ce qui est drôle à ce moment-là, c'est que dans sa colère, Regal va dire que la prochaine personne qui vient l'interrompre dans sa promo sera virée sur le champ. Sauf que celui qui va l'interrompre lui aussi dans la foulée est Vince McMahon. Le patron, qui le soutenait pourtant quelques temps avant, explique que les audiences chutent à chaque fois que Regal est à l'écran, et que cela lui fait perdre de l'argent. Et un match va donc être organisé entre le General Manager et Mr. Kennedy, avec un enjeu majeur. Le perdant sera viré de Monday Night Raw. Et ce match, même après en avoir modifié les règles en cours de route en disant qu'il n'y avait plus de disqualification, William Regal va le perdre. Alors, il va s'en aller sous les chants moqueurs du public, avoir une courte confrontation amusante avec Teddy Long qui sort de son bureau, et on ne le reverra plus jusqu'en juillet, sans qu'il ne reprenne jamais la même importance les mois suivants. Mais que s'est-il passé ? Pourquoi avoir précipité sa disparition des écrans en l'ayant décrédibilisé alors qu'il était devenu l'entité la plus puissante de la WWE, comme il le disait ? En réalité, les explications à cet arrêt radical de sa mise en avant se trouvent en coulisses. Si ce règne de William Regal, qui était pourtant très bien parti et qui semblait prometteur, s'est brutalement arrêté au bout d'environ 1 mois, c'est pour une raison bien précise. Pour la deuxième fois, il n'a pas respecté la politique de la WWE en termes de consommation de certains produits. Et la compagnie l'a donc suspendu pour 2 mois. Et à propos de cette histoire, on a pu lire plusieurs choses, dont chacun fera bien évidemment sa propre interprétation. D'un côté, certains croient qu'au moment de cette grosse mise en avant qu'il a eue en gagnant King of the Ring et en devenant la grande figure d'autorité tyrannique de Monday Night Raw, il s'est mis à prendre des stéroïdes pour pouvoir être au top physiquement, alors qu'il n'était plus habitué à catcher régulièrement depuis des mois. Apparemment, en coulisses, il y avait même beaucoup d'inquiétudes à son sujet par rapport à cette suspension, puisque certains redoutaient qu'il rechute dans ses problèmes d'addiction à la drogue qu'il combattait depuis des années. Mais la version de Regal lui-même est bien différente. Selon lui, les médicaments qu'il a pu prendre ont dû avoir un ingrédient qui était interdit sans qu'il le sache. Il affirme que c'était une erreur, que c'est arrivé par accident. À propos de tout cet incident, il a déclaré, je le cite, « Je ne sais toujours pas ce qu'était le problème. Quelque chose est apparu dans le test antidrogue que j'ai fait, et j'ai pu entendre que j'avais rechuté, mais c'est pas vrai du tout. C'était une petite fraction d'un produit, mais déjà, si vous saviez les quantités de drogue que je prenais avant, vous sauriez que je ne prends jamais de petites fractions de quoi que ce soit. Si je décide de me droguer, je le fais à fond ou je ne le fais pas du tout. » C'était une période très sensible, parce que ce n'était pas si longtemps après un certain incident majeur que vous pouvez facilement deviner. Comme vous l'aurez sans doute compris, William Regal faisait référence à la tragique affaire autour du catcheur Chris Benoit, qui a rendu la WWE plus vigilante que jamais dans le domaine des stéroïdes notamment. Le Britannique est convaincu que dans un contexte différent, il n'aurait pas eu le moindre problème. Et de toute façon, il ne voulait pas causer le moindre tort à la WWE, envers qui il a toujours été très reconnaissant, puisque la compagnie a pu l'aider dans le passé dans ses problèmes d'addiction. Il considère que la fédération a déjà fait beaucoup pour lui, et que c'était déjà un miracle qu'il ait pu avoir cette carrière malgré tous ses écarts dans les années 90 par exemple. Il raconte qu'il était déjà le plus heureux quand il pouvait catcher en Angleterre à ses débuts, et que toute la suite, quand il a pu aller exercer son métier en Amérique, n'était que du bonus à ses yeux. Il avait également bien conscience qu'avec son passif, le fait qu'il ait déjà été viré et suspendu, il n'était pas l'individu le plus fiable pour l'entreprise qu'elle pourrait facilement choisir de mettre en avant. D'autant plus que, comme on l'a dit, Vince McMahon n'était pas fan de sa manière de catcher, même s'il aimait bien la personnalité de Regal, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est retrouvé dans ce rôle de General Manager à la base. Ce qui est également fou dans cette histoire, c'est qu'en fin de compte, Regal a réalisé que c'était un mal pour un bien que ce rôle de top heel dictatorial et le push qui l'accompagnait prennent fin. Et la raison en est surprenante.
Il pense tout simplement que cela aurait fini par lui faire perdre sa famille. A priori, il prenait ce personnage très au sérieux, au point de chercher à entrer dans un état d'esprit complètement différent, notamment en étudiant de nombreux dictateurs dans l'histoire de l'humanité. Et c'est quelque chose qui le tirait vers le bas. Il a déclaré « J'emmenais tout cela vers un autre niveau, où je voulais vraiment aller à fond dans ce personnage sombre. À l'époque, même quand j'étais à la maison, je pensais trop à ce travail, et je ne prêtais pas attention à ma famille. Mais une fois que j'en étais sorti, j'étais content. Parce que même si les premiers jours de ma suspension, je n'étais pas heureux, parce que j'ai été retiré du rôle le plus important qu'on m'ait jamais donné, je me suis rendu compte que cela aurait pu être la chose qui me coûte ma famille. J'ai entendu dire que j'aurais pu être champion. Moi, personne ne m'a rien dit. J'avançais semaine après semaine, en créant ce personnage sombre. Finalement, en apprenant ces paroles de William Regal, on peut voir que cette mise en avant qu'il avait eue pendant quelques semaines au printemps 2008 dans ce personnage tyrannique et qui laissait envisager qu'il soit au premier plan de Monday Night Raw pendant plusieurs mois, avait un prix pour lui, et pas des moindres. Être à fond dans ce rôle pour être le meilleur possible, mais s'éloigner psychologiquement de sa famille en parallèle. Et même physiquement en fait, en étant de toute façon sur la route la plupart du temps et loin des siens. Au final, même si cela aurait pu être très intéressant de le voir en rivalité avec Triple H et éventuellement devenir champion pour être encore plus puissant à Raw, c'est peut-être une bonne chose qu'il ait été suspendu et que son push a été radicalement stoppé. Parce que sinon, sa relation avec sa femme et ses 3 enfants n'aurait peut-être plus jamais été la même. En fin de compte, après cette suspension, plus rien ne sera jamais vraiment pareil pour William Regal. Il ne sera malheureusement plus le general manager de Monday Night Raw, et il retrouvera un rôle bien plus secondaire à l'écran les mois suivants. C'est à noter qu'il formera un power couple avec la superbe Layla pendant une période. Une association dont j'étais grand fan, avec une alchimie et un charisme incroyable. Qu'il gagnera même le titre intercontinental à un moment donné, même s'il n'est pas sorti gagnant de la rivalité qu'il a pu avoir avec CM Punk, par exemple. Il finira par être drafté à l'ECW en 2009 sans Layla, où on peut se souvenir de son association avec Ezekiel Jackson et la brute de l'Est Vladimir Kozlov. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette période et sur le parcours mémorable de Kozlov à la WWE, je ne peux que vous recommander vivement la série qui lui est consacrée sur notre chaîne. William Regal, lui, finira par s'éloigner de plus en plus du ring à cause de problèmes de santé, en ayant ce qui semble avoir été le dernier match de sa carrière contre Cesaro à NXT en novembre 2013. Il sera d'ailleurs general manager de ce show, ce qui est un beau clin d'œil à ce qui restera au final la meilleure période de sa carrière, puisqu'il va se tourner de plus en plus vers un rôle de formateur et de détecteur de talent en coulisses. Quoi qu'il en soit, William Regal aura marqué de son empreinte l'année 2008 du côté de Monday Night Raw. Et la génération Catch Attack se souviendra de cette période où il était ce tyran qui se permettait d'éteindre toutes les lumières quand il ne se sentait pas apprécié à sa juste valeur. Il était vraiment excellent dans ce rôle et nous a offert une collection de moments originaux. On peut dire que c'était caviar en termes de divertissement. Et c'est quelque chose qu'on ne peut que respecter. Et c'est ainsi que se termine notre vidéo sur le general manager emblématique de la génération Catch Attack, William Regal. On a pu apprécier ce personnage puissant et charismatique qu'il a été en 2008 et la place de premier plan que la WWE lui a donné le temps de quelques semaines. Même si son règne en tant que tyran de Monday Night Raw a été éphémère, il avait quand même le mérite d'avoir une identité très forte et d'être à l'origine de scènes particulièrement créatives, comme la fin inoubliable du show rouge le 28 avril, où il a fait arrêter la diffusion du main event, ce qui était très bien trouvé. Et tout cela m'amène à vous poser une question assez difficile. Selon vous, est-ce que William Regal est la meilleure figure d'autorité de l'histoire de Monday Night Raw? Venez donner votre avis, ce sera très intéressant d'en parler ensemble dans les commentaires et de partager nos opinions, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous êtes fan de l'élégance à l'anglaise de William Regal, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Un grand merci à ceux qui l'ont fait ou qui vont le faire, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.